Adriane, tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé dans le téléphone portable de Jessica hier soir. Mon frère Thomas se tenait devant la porte de mon bureau, son téléphone à la main, les mains légèrement tremblantes. Son expression mêlait la colère et quelque chose qui ressemblait à une véritable tristesse. Elle l'a laissé déverrouiller sur le canapé après que vous soyez sortis dîner. Je voulais juste voir les photos de l'anniversaire de maman, mais... Il m'a tendu l'appareil sans finir sa phrase. Sur l'écran, une conversation WhatsApp entre ma femme depuis 8 ans et mon meilleur ami depuis l'université, Roberto. Je ne supporte plus de faire semblant d'aimer Adriane. Quand vas-tu te décider et qu'on assume enfin la situation? Patience, mon amour. Encore quelques mois et nous aurons le contrôle total de ces entreprises. Après cela, nous pourrons nous débarrasser de lui définitivement. Je m'appelle Adriane Mendes et, à 35 ans, je viens de découvrir que toute ma vie était un mensonge soigneusement construit. Mais alors que Thomas s'attendait à ce que je réagisse avec choc et désespoir, je me suis contenté de sourire. Non pas parce que je trouvais cela drôle. J'ai souri parce que, enfin, les pièces du puzzle que ma mère avait laissées il y a 2 ans s'assemblaient. Quand Isabella Mendes est morte dans un accident de voiture la veille de mon 33e anniversaire, elle m'avait remis une lettre scellée avec des instructions précises. N'ouvre cette lettre que lorsque tu découvriras que tu ne peux faire confiance à personne autour de toi. À l'époque, j'avais pensé que c'étaient les paroles d'une femme devenue paranoïaque après la mort soudaine de mon père. Isabella avait toujours été dramatique, voyant des complots là où il n'y avait que des coïncidences. Mais maintenant, en lisant ces messages entre ma femme et mon meilleur ami qui planifiait ma destruction, ces paroles résonnaient dans mon esprit avec une clarté effrayante. « Thomas, merci de m'avoir montré ça », dis-je en rendant le téléphone. « Mais ne t'inquiète pas. Je le savais déjà. » Mon frère me regarda comme si j'étais devenu fou. « Comment ça, tu le savais déjà? Adriane, ils complotent pour te voler. » « Oui, je le sais. Et je sais aussi exactement comment je vais leur faire payer. » Je me suis dirigé vers le coffre-fort caché derrière la bibliothèque murale, j'ai tapé la combinaison que ma mère m'avait fait mémoriser et j'ai sorti l'enveloppe jaunie que j'avais conservée pendant 2 ans. L'écriture élégante d'Isabella était intacte sur le papier crème. À mon fils Adriane, la vérité sur Jessica, Roberto et les affaires de la famille. Thomas s'est approché, curieux. « Maman t'a laissé ça. » « Elle m'a laissé bien plus que ça. » ai-je répondu en déchirant soigneusement le sceau. Et d'après ce qui est écrit ici, notre famille a des comptes à régler qui vont bien au-delà d'une simple trahison conjugale. Si vous aimez découvrir comment une lettre peut complètement changer le cours d'une vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toute cette histoire de révélation. Car ce que ma mère avait découvert avant de mourir allait transformer ma vengeance personnelle en quelque chose de bien plus grand que je n'aurais jamais pu imaginer. À l'intérieur de l'enveloppe, en plus de la lettre principale, il y avait 3 photos qui m'ont glacé le sang. La première montrait Jessica et Roberto dans un restaurant intime 2 ans avant notre mariage. Ils se tenaient la main, elle portait la bague de fiançailles que j'avais moi-même choisie. Au dos, l'écriture de ma mère, juin 2016, le même mois où elle t'a dit que Roberto n'était qu'un ami. La deuxième photo montrait Roberto sortant du bureau de Mendes et Associado à 23 heures, un dossier à la main. Accès non autorisé au contrat minier, il photographiait tout pendant que tu travaillais à la maison. La troisième image anéantit tout espoir qu'il s'agisse d'une paranoïa maternelle. Jessica et Roberto lors d'une réunion avec Viktor Kozlov, l'oligarque russe qui avait tenté d'acheter nos concessions de terres rares l'année précédente. Une transaction que nous avons catégoriquement refusée en raison de soupçons de blanchiment d'argent. Ils ont planifié leur approche il y a 4 ans, avait écrit Isabella de sa calligraphie précise. Roberto a proposé d'être son témoin de mariage non pas par amitié, mais pour avoir un accès total à sa vie personnelle et professionnelle. Jessica a accepté sa demande en mariage parce que cela légitimerait sa présence aux réunions familiales et aux décisions stratégiques. Thomas lisait par-dessus mon épaule, sa respiration devenant de plus en plus lourde. Adriane, cela signifie que notre mariage tout entier était une opération d'espionnage industriel, ai-je complété en tournant la page. Et qu'il ne compte pas seulement me quitter. Il compte me détruire complètement. La lettre continuait avec des détails minutieux que seule ma mère, avec sa formation en audit judiciaire, aurait pu recueillir. Des relevés bancaires montrant des dépôts réguliers sur des comptes offshore liés à Jessica. Des enregistrements de conversations où Roberto détaille le calendrier de transfert de nos contrats les plus lucratifs vers des sociétés fantômes contrôlées par Kozlov. J'ai découvert tout cela 3 semaines avant mon accident, écrivait Isabella. Ils savent que je suis au courant. C'est pourquoi, s'il m'arrivait quelque chose, tu aurais suffisamment de preuves pour te protéger et riposter. Mais Adriane, mon fils, fais très attention à qui tu confies ces informations. La corruption va bien au-delà de Jessica et Roberto.
Ma mère avait souligné en rouge les noms de 3 personnes. Marcus Delgado, notre comptable depuis 15 ans. Sandra Williams, notre avocate familiale. Et le docteur Eduardo Restrepo, notre médecin de confiance qui avait certifié qu'Isabella avait eu un accident cardiovasculaire quelques minutes avant de percuter la voiture. Ils ont créé un réseau, murmurai-je, sentant les pièces du puzzle s'assembler. Ce n'était pas seulement une trahison personnelle. C'était un coup coordonné pour prendre le contrôle de l'entreprise familiale. Thomas s'est laissé tomber dans le fauteuil en cuir, passant ses mains dans ses cheveux. Comment maman a-t-elle découvert tout cela toute seule? Elle n'a pas découvert cela toute seule, ai-je répondu en pointant le dernier paragraphe de la lettre. Elle a eu l'aide de quelqu'un de l'intérieur. Quelqu'un dont ils ne savent pas encore qu'il est de notre côté. Isabella avait laissé un nom et un numéro de téléphone, Carmen Rodriguez, détective privé. Elle dispose de preuves supplémentaires et attend que vous la contactiez. Faites-lui entièrement confiance. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai composé le numéro. Carmen a répondu à la deuxième sonnerie, comme si elle attendait mon appel depuis 2 ans. « Adriane, il était temps que vous m'appeliez », a-t-elle dit d'une voix ferme et professionnelle. « Votre mère m'a payé pour surveiller discrètement Jessica et Roberto même après sa mort. J'ai suffisamment de matériel pour intenter des poursuites pénales et civiles. Combien de preuves? 6 mois d'enregistrements audio, des centaines de photos, des registres complets de transactions financières. Et quelque chose que ta mère ignorait lorsqu'elle est décédée, des preuves qu'ils prévoient d'accélérer le calendrier. Ils vont agir contre toi la semaine prochaine. » J'ai senti un mélange de colère et de satisfaction monter en moi. Pendant 8 ans, Jessica avait dormi à mes côtés, planifiant ma ruine. Roberto avait été le témoin de notre mariage, parlant de loyauté et de fraternité tout en organisant mon pillage. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils ont sous-estimé Isabella Mendes. Et maintenant, ils sous-estimaient son fils. Carmen, j'ai besoin que tu viennes ici tout de suite. Et apporte tout ce que tu as. J'arrive. Mais Adriane, il y a autre chose que tu dois savoir avant que nous décidions de la suite. Quoi? Ta mère n'est pas morte dans un accident. La ligne resta silencieuse pendant un moment. Lorsque Carmen reprit la parole, sa voix était empreinte d'une gravité qui me retourna l'estomac. Et j'en ai la preuve. Carmen Rodriguez est arrivée exactement 47 minutes après notre conversation téléphonique. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris attachés en un chignon pratique, portant 2 valises métalliques qui semblaient pouvoir résister à une explosion nucléaire. Ta mère m'a engagé parce qu'elle soupçonnait que ta vie était en danger, dit-elle sans préambule, posant les valises sur mon bureau en acajou. Elle avait raison au sujet de Jessica et Roberto. Mais d'autres personnes étaient impliquées, qu'elle n'avait pas découvertes. Thomas s'approcha tandis que Carmen ouvrait la première valise, révélant des dizaines de DVD classés par date, des piles de photos et un ordinateur portable militaire qui semblait tout droit sorti d'un film d'espionnage. « Commençons par les bases », dit Carmen en insérant un DVD dans l'ordinateur portable. « Voici Jessica la semaine dernière, dans le bureau de Sandra Williams. » L'écran montrait ma femme entrant dans le bâtiment où notre avocate familiale avait son cabinet depuis 15 ans. Il n'y avait rien d'étrange à cela. Jessica avait parfois besoin de documents juridiques pour ses projets de décoration d'intérieur. Mais l'image suivante me glaça le sang. Jessica sortait du même bâtiment avec un dossier portant le logo de Mendes et Associés. Notre entreprise familiale. Un dossier qui aurait dû être enfermé dans mon coffre-fort personnel. Sandra a accès à vos documents professionnels, expliqua Carmen. Votre mère a découvert qu'elle faisait des copies non autorisées il y a 2 ans. Des contrats miniers, des accords d'exclusivité, des rapports géologiques confidentiels. C'est du vol de propriété intellectuelle, murmura Thomas, la voix chargée de colère. Adriane, si ces informations sont parvenues à Kozlov. Elles sont parvenues, l'interrompit Carmen en passant à la vidéo suivante. Et beaucoup plus rapidement que ta mère ne l'avait prévu. La nouvelle vidéo montrait Roberto lors d'une réunion que j'ai immédiatement reconnue, le Café Mirador, à 3 pâtés de maison de notre bureau. Il était assis avec un homme en costume sombre que je n'avais vu que sur des photos dans des journaux financiers internationaux. Dmitri Volkov, le bras droit de Viktor Kozlov. Cette réunion a eu lieu hier après-midi, dit Carmen. 2 heures après que vous soyez parti déjeuner avec votre frère. Je sentis mon estomac se nouer. Pendant que Thomas et moi discutions des stratégies d'expansion de nos opérations au Chili, Roberto était à quelques mètres de là, en train de vendre notre entreprise à des criminels russes. Carmen a augmenté le volume de l'enregistrement. La qualité audio était cristalline. Elle avait utilisé du matériel professionnel. Les documents de transfert seront prêts lundi, disait Roberto dans un anglais fluide.
Adrian signera sans se douter de rien. Il me fait entièrement confiance. Et ensuite? Demanda Dmitri avec un accent à peine perceptible. Ensuite, nous éliminerons les obstacles restants. Son frère est émotif, il réagira mal lorsqu'il découvrira la vérité. Nous aurons une justification pour le renvoyer de l'entreprise pour instabilité mentale. Et Adrian? Roberto sourit. Le même sourire que j'avais vu des milliers de fois au cours des 15 années de notre amitié. À présent, il ressemblait au sourire d'un prédateur contemplant sa proie. Adrian aura un accident. Comme sa mère. Le docteur Restrepo a déjà confirmé qu'il pouvait simuler une maladie cardiaque préexistante. Une crise cardiaque, tout à fait naturelle pour un homme soumis à la pression professionnelle. Thomas devint livide. Ils ont tué maman. Et maintenant, ils veulent te tuer. Carmen mit la vidéo en pause. Ta mère a découvert le plan 3 semaines avant sa mort. C'est pour cela qu'elle m'a engagé. Isabella savait qu'elle n'avait pas le temps de dénoncer le complot par les voies légales. Elle a donc décidé de tout documenter et de me laisser les preuves. Complétai-je, sentant les pièces du puzzle s'assembler avec une clarté douloureuse. Exactement. Mais il y a une chose qu'elle ignorait lorsqu'elle est morte. Le réseau est beaucoup plus vaste que nous ne l'imaginions. Carmen ouvrit la deuxième valise, révélant des dossiers classés avec une précision militaire. Marcus Delgado n'est pas seulement votre comptable corrompu. Il coordonne le blanchiment d'argent pour 3 cartels de trafic de drogue sud-américains. Sandra Williams n'est pas seulement votre avocate malhonnête. Elle facilite les acquisitions hostiles pour les oligarques russes depuis une décennie. Elle a sorti un dossier marqué à l'encre rouge. Et le docteur Eduardo Restrepo n'est pas seulement un médecin corrompu. Il est spécialisé dans les meurtres qui semblent être des morts naturelles. Votre mère était la 11e victime en 6 ans. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Pendant 8 ans, j'avais construit ma vie entourée de tueurs professionnels. Ma femme, mon meilleur ami, mon comptable, mon avocate, mon médecin de famille. Tous faisaient partie d'un réseau criminel international. Pourquoi ma famille? Ai-je demandé, ma voix plus rauque que prévu. Vos concessions de terres rares valent 400 millions de dollars au marché noir, a répondu Carmen. Mais sur le marché légal, avec les contrats d'exclusivité que votre famille détient, elles valent plus de 2 milliards. Kozlov a besoin de ces terres pour financer ses opérations en Afrique et au Moyen-Orient. Thomas s'est effondré dans un fauteuil. Adrian, ils ne veulent pas seulement notre entreprise. Ils veulent notre destruction totale. Carmen ferma son ordinateur portable et me regarda droit dans les yeux. Votre mère m'a donné des instructions précises pour ce moment. Lorsque vous découvririez toute la vérité, je devrais vous proposer 2 options. Quelles options? Première option. Nous avons suffisamment de preuves pour que vous et Thomas disparaissiez cette nuit. Nouvelles identités, passeports vierges, comptes bancaires dans des paradis fiscaux. Vous pouvez vivre confortablement en Nouvelle-Zélande ou en Islande pour le reste de votre vie. Et la deuxième option. Carmen sourit pour la première fois depuis son arrivée. Nous les détruisons tous. Complètement. Juridiquement, financièrement et socialement. Votre mère a passé 2 ans à rassembler non seulement des preuves, mais aussi un réseau d'alliés qui peuvent faire tomber toute l'opération. Elle sortit un téléphone satellite de son sac. Ce numéro vous met directement en relation avec l'agent fédéral Harrison Matthews, de la division des crimes financiers internationaux. Il attend cet appel depuis 2 ans. Et si nous choisissons de nous battre? Alors nous commençons dès maintenant. Parce que Roberto avait raison sur un point, ils vont passer à l'action lundi. Demain, c'est samedi. Nous avons 48 heures pour mettre en œuvre la contre-offensive la plus élaborée de l'histoire des affaires américaines. Je regardais Thomas, qui acquiesça avec détermination. Je regardais les preuves éparpillées sur mon bureau. Je pensais à ma mère, Isabella, qui avait sacrifié sa vie pour me donner cette chance. Je pris alors le téléphone satellite des mains de Carmen. Nous allons les détruire. Car ils avaient sous-estimé un élément fondamental. Isabella Mendes n'avait pas seulement créé des preuves. Elle avait élaboré un plan de bataille. Et j'étais sur le point de découvrir que ma mère avait été bien plus stratégique que nous ne l'avions jamais imaginé. L'appel vers l'agent fédéral Harrison Matthews a été immédiatement connecté, comme s'il attendait à côté du téléphone depuis 2 ans. Adrian Mendes, sa voix était grave, maîtrisée. Isabella m'a dit que vous appelleriez quand vous auriez découvert toute la vérité. Où êtes-vous en ce moment? Chez moi, avec mon frère et l'enquêteuse Carmen Rodriguez. Parfait. Carmen travaille avec moi officieusement depuis la mort de votre mère. Ne bougez pas, tous les 3. J'arrive dans 40 minutes avec une équipe spécialisée.
Thomas me regarda avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Adrian, est-ce que c'est vrai? Allons-nous vraiment réussir à démanteler toute cette opération? Avant que je puisse répondre, Carmen intervint. Votre mère n'a pas seulement recueilli des preuves. Elle a construit un réseau d'informateurs au sein même de l'organisation criminelle. Isabella Mendes a passé 2 ans à infiltrer des personnes clés dans la structure qui tentaient de les détruire. Elle ouvrit un fichier numérique sur son ordinateur portable, révélant un organigramme complexe avec des photos et des connexions marquées par des lignes colorées. Le docteur Eduardo Restrepo ne sait pas que son infirmière en chef, Maria Santos, travaille pour nous depuis 18 mois. Elle a documenté chaque traitement spécial qu'il a appliqué aux victimes avant les meurtres. L'écran suivant montrait des enregistrements audio avec des horodatages détaillés. Marcus Delgado ne se doute pas que son propre associé minoritaire, Fernando Carvalho, enregistre chaque transaction illégale de la société comptable. Carmen continua à parcourir les fichiers. Et Sandra Williams n'aurait jamais imaginé que sa secrétaire personnelle, Patricia Fleming, copie tous les documents confidentiels avant de les classer. Je ressentis un mélange de fierté et de tristesse en voyant le plan élaboré par ma mère. Isabella avait sacrifié 2 ans de sa vie à mettre en place une opération de contre-espionnage aussi sophistiquée que la conspiration à laquelle nous étions confrontés. Mais il y a une chose que même ta mère n'avait pas prévue, dit Carmen, le visage assombri. Ils ont accéléré le calendrier. Roberto et Jessica avaient prévu d'attendre décembre pour procéder au transfert final des propriétés. Nous venons d'apprendre qu'ils vont déménager lundi. Thomas se pencha en avant. Comment le savez-vous? Parce que Patricia Fleming a enregistré une conversation de Sandra Williams hier après-midi. Écoutez. La voix familière de notre avocate familiale résonna dans les haut-parleurs de l'ordinateur portable. Victor veut que les titres de propriété soient transférés avant qu'Adrian n'ait le temps de remettre en question la légitimité des documents. Si nous attendons trop longtemps, il pourrait engager des auditeurs indépendants. Une deuxième voix, que j'ai reconnue comme étant celle de Marcus Delgado, les signatures falsifiées résisteront à une inspection superficielle, mais pas à une analyse médico-légale complète. Nous avons une fenêtre de 48 heures. Et le docteur Restrepo a confirmé qu'il pouvait simuler la crise cardiaque d'Adrian dimanche soir. Il l'a confirmé. Jessica emmènera Adrian dîner au restaurant Méridien à 20 heures. Roberto vous y rejoindra pour le toast de réconciliation. Le médecin administrera la substance pendant le toast. Morte instantanée. Cela ressemblera à une crise cardiaque due à un stress émotionnel. J'ai senti mon sang se glacer. Non seulement ils avaient planifié ma mort, mais ils avaient choisi le lieu et l'heure exacte. Le restaurant Méridien était l'endroit où Jessica et moi avions eu notre premier rendez-vous 8 ans auparavant. Où Roberto avait été mon témoin de mariage. Il voulait que je meure entouré de souvenirs que je croyais authentiques. Ta mère avait prévu qu'il tenterait d'accélérer le processus lorsqu'il se sentirait menacé, expliqua Carmen. C'est pourquoi elle a laissé des instructions spécifiques pour ce scénario. Elle sortit un dossier marqué en rouge, protocole DEFCON 1, mise en œuvre immédiate. Le téléphone satellite sonna. Harrison Matthews était arrivé. 20 minutes plus tard, mon salon était transformé en centre d'opération fédéral. Harrison était un homme grand, d'une 50aine d'années, avec des cicatrices discrètes sur les mains qui suggéraient une expérience militaire. Il était accompagné de 3 experts. Une analyste en criminalistique numérique, un spécialiste des crimes financiers internationaux et une agente infiltrée qui allait jouer un rôle essentiel au cours des 2 jours suivants. Adrian, votre mère m'a contacté il y a 3 ans parce qu'elle soupçonnait vos entreprises de blanchiment d'argent, m'expliqua Harrison tout en rangeant des documents sur mon bureau. Au départ, nous avons pensé qu'elle était paranoïaque. Mais lorsque nous avons commencé à enquêter, nous avons découvert que l'affaire était beaucoup plus complexe. L'analyste légiste, l'agent Lisa Chen, a ouvert son ordinateur portable militaire. Nous ne sommes pas seulement confrontés à une conspiration locale. Viktor Kozlov utilise votre opération pour financer des cellules terroristes au Moyen-Orient. L'argent blanchi par vos entreprises minières a déjà financé au moins 6 attentats sur le territoire européen. L'agent Rodriguez, spécialiste des crimes financiers, a étalé des cartes et des graphiques sur la table. Votre famille n'est pas seulement victime d'un coup monté par une entreprise. Vous êtes pris pour cible parce que vos entreprises sont la colonne vertébrale d'un réseau de financement du terrorisme international. Thomas est devenu pâle. Cela signifie que nous sommes considérés comme des complices involontaires, a complété Harrison. D'où l'urgence. S'ils parviennent à transférer les propriétés avant que nous ne mettions fin à l'opération, vous serez tous les 2 inculpés en tant que participants volontaires. L'agent infiltré s'est présenté sous le nom de Diana Foster.
Je vais m'infiltrer au dîner de dimanche en tant que votre nouvelle assistante personnelle, Adriane. Mon rôle est de m'assurer que vous ne soyez pas empoisonné pendant que nous recueillons les dernières preuves. Carmen a établi un calendrier détaillé. Votre mère a répertorié chacun de leurs mouvements entre maintenant et lundi. Isabella a découvert qu'ils suivent des protocoles stricts pour éviter d'être repérés. Samedi après-midi, Roberto se rend à la banque pour déposer des documents falsifiés dans un coffre-fort. Il ignore que la banque est sous surveillance fédérale depuis 6 mois. Dimanche matin, Jessica va chercher le poison à la clinique du docteur Restrepo. Elle ne sait pas que Maria Santos va remplacer la substance mortelle par un sédatif inoffensif. Dimanche soir, le dîner au Méridien, où ils tenteront de m'assassiner, mais où ils se compromettront définitivement. Harrison se pencha en avant. Adriane, je veux que vous compreniez quelque chose. Au cours des prochaines 48 heures, vous devrez agir comme si vous ne saviez rien. Jessica et Roberto ne doivent pas se douter que nous avons découvert leur plan. Cela signifie-t-il que je dois passer le week-end à faire semblant de leur faire encore confiance? Exactement. Et plus encore, vous devez paraître vulnérable. Émotionnellement bouleversé par la découverte de la trahison. S'ils se rendent compte que vous avez le contrôle, ils pourraient tout annuler et disparaître. Diana Foster m'a remis un appareil discret. Un microphone et un transmetteur de dernière génération. Nous allons enregistrer chaque mot prononcé pendant le dîner de dimanche. Lorsqu'ils avoueront leur plan, nous aurons suffisamment de preuves pour engager des poursuites pénales fédérales. Si vous suivez cette stratégie élaborée de contre-espionnage et que vous voulez découvrir comment elle va être mise en œuvre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir le déroulement complet de cette opération. Carmen a fermé les dossiers et m'a regardé droit dans les yeux. Adriane, votre mère a laissé un dernier message pour ce moment. Elle a dit que lorsque l'heure de l'exécution serait venue, vous devriez vous rappeler que vous ne vous vengez pas seulement. Tu protèges les futures victimes d'une organisation qui a détruit des centaines de familles. Harrison a regardé sa montre militaire. À 6 heures du matin lundi, simultanément dans cet pays, nous allons mener la plus grande opération contre le financement du terrorisme de l'histoire. Tout ce que ta mère a construit, tout ce que vous allez vivre ce week-end, va sauver des milliers de vies innocentes. Je regardais Thomas, qui acquiesça avec détermination. Je regardais la photo de ma mère sur l'étagère, son expression sereine qui, je le comprenais maintenant, reflétait un courage extraordinaire. Alors finissons ce qu'Isabella a commencé. Car j'avais décidé que Jessica, Roberto et tout le réseau criminel qui avait détruit ma famille ne paieraient pas seulement pour leurs crimes, ils deviendraient l'exemple ultime que sous-estimer l'intelligence et la détermination d'une mère protégeant son enfant est l'erreur la plus fatale que l'on puisse commettre. Le dimanche arriva avec une normalité effrayante. Jessica prépara le petit déjeuner comme elle le faisait tous les dimanches depuis 8 ans, fredonnant une chanson que je ne reconnaissais pas tout en faisant cuire des œufs dans la poêle en fonte que nous avions reçue en cadeau de mariage. « Chérie, tu es sûre de vouloir dîner au Méridien ce soir ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une inquiétude que je savais désormais être complètement feinte. « Tu sembles tellement stressé par les problèmes de l'entreprise ces derniers temps. »« Bien sûr que je veux y aller, » répondis-je en esquissant un sourire fatigué. « J'ai besoin d'une soirée relaxante avec ma femme et mon meilleur ami. Surtout après avoir découvert ces messages entre vous deux. » Jessica marqua une pause d'une fraction de seconde, la spatule suspendue en l'air, avant de reprendre son geste avec une aisance acquise par la pratique. « Adriane, je t'ai déjà expliqué qu'il s'agissait d'un malentendu. Roberto et moi étions en train de préparer une surprise pour ton anniversaire. » La facilité avec laquelle elle mentait était impressionnante. Après 8 ans de mariage, je n'avais jamais remarqué à quel point Jessica pouvait mentir en me regardant droit dans les yeux. Son expression de sincérité si convaincante qu'elle m'avait presque fait douter de ma propre santé mentale. Diana Foster est arrivée à 2 heures de l'après-midi, se présentant comme ma nouvelle assistante personnelle engagée pour réorganiser les archives de l'entreprise après la découverte de certaines irrégularités comptables. Jessica l'a accueillie avec une courtoisie glaciale, étudiant chaque détail de son apparence comme un prédateur évaluant une menace potentielle. « Je ne savais pas que vous embauchiez des assistants sans me consulter », a commenté Jessica après que Diana se soit installée dans le bureau à domicile. « Les temps sont durs, » ai-je répondu, en conservant le ton désinvolte que j'avais pratiqué toute la matinée. « J'ai besoin d'aide pour réviser d'anciens contrats. Il semble que certaines personnes aient accès à des documents auxquels elles ne devraient pas avoir accès. » L'iris de Jessica se contracta légèrement. Si je n'avais pas été à l'affût de réactions spécifiques, je l'aurais complètement manqué. À 5 heures de l'après-midi, mon téléphone sonna. C'était Roberto, exactement à l'heure prévue par Harrison. « Adriane, mec, j'ai hâte de discuter avec toi ce soir. Je pense que tu seras surpris par certaines révélations que j'ai à partager. »
L'ironie de la phrase m'a presque fait rire. J'ai moi aussi quelques surprises, Roberto. Ce sera une soirée mémorable. Diana vérifia discrètement le matériel d'enregistrement pendant que Jessica se préparait pour le dîner. Le micro était si petit qu'il ressemblait à un bouton de chemise ordinaire, mais Harrison m'avait assuré qu'il capterait les conversations jusqu'à 3 mètres de distance avec une qualité cristalline. « Souviens-toi », murmura Diana pendant que Jessica était aux toilettes. « Quand ils apporteront le toast, fais semblant de boire, mais n'avale rien. Maria Santos m'a assuré que la substance est inoffensive, mais mieux vaut ne pas prendre de risques. » Le restaurant Méridien était exactement comme dans mon souvenir de notre premier rendez-vous, 8 ans auparavant. Des tables recouvertes de nappes blanches, la lumière des bougies créant des ombres dansantes sur les murs, le même sommelier qui avait recommandé le vin que Jessica et moi avions partagé, alors que je croyais encore que notre amour était réel. Roberto était déjà là, assis à la table d'angle qu'il avait réservée, vêtu d'un costume bleu marine qui lui donnait un air fiable et prospère. Il s'est levé lorsqu'il nous a vus, embrassant Jessica d'une manière qui semblait désinvolte, mais que je reconnaissais désormais comme la salutation intime des amants complices. « Adriane », dit-il en me serrant la main avec une fermeté excessive. « Tu as l'air épouvantable, mec. Le stress du travail ? » « Quelque chose comme ça, » répondis-je en m'installant dans la chaise qu'on m'avait offerte. La même chaise où Jessica s'était assise 8 ans auparavant, lorsqu'elle avait accepté le premier rendez-vous qui allait mener à notre mariage frauduleux. Pendant les 20 premières minutes, la conversation s'écoula avec une normalité forcée. Jessica parla du nouveau projet de design qu'elle développait, un mensonge dont je savais désormais qu'il servait à couvrir ses activités criminelles. Roberto commenta les tendances du marché technologique, faisant preuve d'une connaissance qu'il n'aurait jamais dû avoir de nos contrats confidentiels. Je participais à la conversation, posais les bonnes questions, riais aux commentaires appropriés, tout en cataloguant intérieurement chaque mot qui serait utilisé comme preuve dans les procès fédéraux qui commenceraient lundi. C'est alors que le sommelier s'est approché avec une bouteille de champagne que l'atmosphère a subtilement changé. Offert par la maison, a-t-il annoncé en remplissant 3 coupes d'un liquide doré qui scintillait à la lueur des bougies. Pour célébrer nos anciennes amitiés. Roberto a souri en levant sa coupe. « Adriane, je veux porter un toast à notre amitié, à nos 15 années passées ensemble et aux nombreuses années à venir. » Jessica leva également sa coupe, les yeux brillants d'une malice que je pouvais désormais clairement percevoir. « À la famille que nous avons choisie. » C'était le moment. Le moment que Harrison avait décrit en détail lors de notre briefing. Le moment où ils administreraient ce qu'ils croyaient être une substance mortelle, alors qu'en réalité, ils s'incrimineraient définitivement pour des enregistrements qui seraient utilisés comme preuve fédérale. Je levai mon verre, l'approchai de mes lèvres et fis semblant de boire tout en gardant les lèvres fermées. Roberto et Jessica burent immédiatement, leurs expressions de satisfaction à peine dissimulées presque comiques dans leur transparence. « Maintenant, nous devons attendre environ 15 minutes, » dit Roberto en consultant discrètement sa montre. « Les effets sont progressifs, mais irréversibles. » C'était la confession qu'attendait Harrison. « Les effets de quoi ?» demandai-je, feignant une confusion croissante. Jessica se pencha en avant, son masque d'épouse dévouée finissant par glisser complètement. « Adriane, mon chéri, tu pensais vraiment être assez intelligent pour découvrir notre plan. » « Quel plan ?» Roberto rit, un son qui n'avait rien à voir avec l'homme que je pensais connaître depuis 15 ans. « Le plan consistant à prendre le contrôle de votre entreprise, à transférer toutes les propriétés à nos partenaires russes et à nous assurer que vous ne causerez plus jamais de problème à personne. » Comme ma mère n'a plus jamais causé de problème, ai-je ajouté en observant leur réaction. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Jessica et Roberto échangèrent des regards qui confirmaient exactement ce que Harrison avait soupçonné. Isabella était un obstacle inutile, a finalement déclaré Jessica, d'une voix glaciale. Elle a découvert des détails qu'elle n'aurait pas dû découvrir. Le docteur Restrepo a simplement corrigé le problème. Et maintenant, il corrige un autre problème, a ajouté Roberto, m'observant comme s'il s'attendait à voir des signes immédiats de détérioration physique. C'est alors que j'ai décidé qu'il s'était suffisamment incriminé. Il y a juste un petit problème avec votre plan, ai-je dit, ma voix perdant complètement le ton confus qu'elle avait gardé toute la soirée. Roberto fronça les sourcils. Quel problème ? Je sortis mon téléphone et fis jouer l'enregistrement de sa rencontre avec Dmitri Volkov au Café Mirador. Ses propres mots résonnèrent dans les haut-parleurs du téléphone, « Adriane aura un accident. Comme sa mère. » Roberto pâlit complètement. De plus, ai-je poursuivi, savourant l'expression de panique grandissante sur leurs deux visages, le docteur Restrepo a eu un petit accident tôt ce matin. Il semble que Maria Santos, son infirmière de confiance, travaille avec le FBI depuis 18 mois.
Jessica s'est levée brusquement, sa chaise raclant le parquet. C'est impossible. Asseyez-vous, Jessica, dit une voix familière derrière elle. Diana Foster s'était approchée de notre table, mais elle arborait désormais clairement son badge fédéral. En fait, levez-vous tous les deux. Lentement. Tout le restaurant s'arrêta. Les conversations cessèrent. Les couverts furent posés sur les assiettes avec de petits bruits métalliques qui résonnèrent dans le silence soudain. Harrison Matthews émergea de l'ombre près du bar, accompagné de 4 agents fédéraux en civil. Ils étaient là depuis le début de la soirée, déguisés en clients ordinaires, enregistrant chaque mot échangé à notre table. Roberto Santana et Jessica Mendes, annonça Harrison, sa voix empreinte d'autorité fédérale, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, blanchiment d'argent et financement du terrorisme international. Roberto tenta de s'enfuir. Il fit 3 pas avant d'être immobilisé par 2 agents qui semblaient avoir anticipé exactement cette réaction. Jessica est restée immobile, son expression oscillant entre le choc, la colère et ce qui semblait être une admiration réticente. « Tu savais » a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux pour la première fois depuis des années avec une honnêteté totale. « Tu savais depuis le début. » « Pas depuis le début, ai-je répondu en regardant les agents lui passer les menottes. Mais depuis le moment où j'ai trouvé la lettre de ma mère. Isabella m'a appris que sous-estimer l'intelligence des gens est l'erreur la plus fatale qu'un conspirateur puisse commettre. Alors que les agents les emmenaient hors du restaurant, Jessica a crié par-dessus son épaule. « Tu n'as aucune idée de la taille de l'organisation à laquelle tu es confronté. » En fait, dit Harrison en me tendant une tablette avec un écran divisé montrant des arrestations simultanées dans 7 pays différents, nous en avons une idée très précise. L'opération que ma mère avait mise en place n'avait pas seulement permis d'arrêter Jessica et Roberto. Elle avait démantelé tout le réseau international de blanchiment d'argent qui finançait des opérations terroristes par le biais de sociétés minières compromises. Viktor Kozlov était en train d'être arrêté à Moscou. Marcus Delgado avait été arrêté à son domicile de Miami. Sandra Williams était menottée dans son bureau, entourée des preuves qu'elle avait contribué à créer sans se douter qu'elle documentait ses propres crimes. En regardant les images des arrestations coordonnées, je ressentis quelque chose qui n'était ni tout à fait de la satisfaction, ni tout à fait du soulagement. C'était la prise de conscience qu'Isabella Mendes avait transformé sa propre mort en un jeu d'échecs dimensionnel qui avait détruit toute une organisation criminelle internationale. Et tout avait commencé par une lettre qui m'avait appris que parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à laisser les méchants se détruire eux-mêmes par leur propre cupidité et leur arrogance. 6 mois après les arrestations coordonnées, je me suis assis dans la salle d'audience du tribunal fédéral pour assister au prononcé des sentences finales. Jessica a été condamnée à 25 ans pour complot en vue de commettre un meurtre et blanchiment d'argent. Son expression est restée impassible lorsque le juge a lu la sentence, mais j'ai vu ses mains trembler tandis que les agents l'escortaient hors de la salle. Roberto a été condamné à 30 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Tout au long de l'audience, il m'a regardé avec un mélange de colère et de ce qui semblait être un respect réticent. Lorsqu'il a finalement compris qu'Isabella avait orchestré sa destruction depuis l'au-delà, il a hoché la tête en signe de reconnaissance silencieuse. Le docteur Eduardo Restrepo a été accusé de meurtre au premier degré dans 11 affaires différentes. Les enregistrements de Maria Santos ont révélé des détails horribles sur ses traitements spéciaux. Des injections simulant des crises cardiaques, des overdoses ressemblant à des accidents, des empoisonnements progressifs imitant des maladies naturelles. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Marcus Delgado et Sandra Williams ont été condamnés à 15 ans chacun pour leur rôle dans le complot. Le plus satisfaisant a été de voir leur licence professionnelle révoquée à titre permanent. Des décennies de réputation se sont évaporées en quelques minutes. Viktor Kozlov a été extradé des États-Unis pour répondre à des accusations de financement du terrorisme dans 7 pays différents. Dmitri Volkov a tout simplement disparu. Harrison soupçonnait d'autres oligarques russes d'avoir réglé le problème en interne pour éviter toute exposition supplémentaire. Mais les conséquences se sont étendues bien au-delà des individus. L'enquête a révélé que le réseau de blanchiment d'argent avait financé 43 attentats terroristes au cours des 8 dernières années. Des cellules dormantes dans 16 pays ont été démantelées grâce aux informations recueillies dans les dossiers de Kozlov. Thomas a officiellement pris la présidence de Mendes et Associado, tandis que je me concentrais sur ce qui était devenu ma véritable passion. La fondation Isabella Mendes pour la justice d'entreprise. Nous avons utilisé les ressources que ma mère avait préservées pour créer une organisation qui enquêtait sur les fraudes d'entreprise et offrait une protection juridique aux lanceurs d'alerte. En 2 ans, nous avons contribué à dévoiler 12 stratagèmes de corruption différents, protégé 27 lanceurs d'alerte contre des représailles et obtenu la poursuite en justice de dizaines de cadres criminels. Carmen Rodriguez est devenue notre directrice des enquêtes.
Harrison Matthews a pris sa retraite du FBI et a accepté notre offre de diriger notre département de sécurité. Maria Santos, l'infirmière qui avait risqué sa vie pour documenter les crimes du docteur Restrepo, est devenue notre coordinatrice de la protection des témoins. Diana Foster est restée en contact, me tenant régulièrement informé des développements liés à l'affaire. Elle m'a dit que notre opération était devenue une étude de cas dans les académies fédérales, utilisée pour former les agents à la constitution de dossiers complexes liés au crime organisé international. 1 an après les condamnations, j'ai reçu une lettre inattendue de la prison. Jessica avait écrit 3 pages pour tenter d'expliquer ses motivations, demander pardon et affirmer qu'elle avait été manipulée par des forces qu'elle ne comprenait pas complètement. La lecture de cette lettre m'a fait comprendre quelque chose de fondamental sur mon parcours. La satisfaction que je ressentais ne venait pas de leur destruction, mais de la construction de quelque chose de positif à partir des cendres de la trahison. Ma mère n'avait pas seulement prévu une vengeance, elle avait prévu une transformation. Thomas m'a retrouvé cet après-midi-là dans le bureau de la Fondation, en train de classer les dossiers d'une nouvelle affaire de fraude pharmaceutique au Costa Rica. T'es-tu déjà demandé comment aurait été ta vie si maman n'avait jamais découvert le complot ? M'a-t-il demandé en s'asseyant dans le fauteuil en face de mon bureau. J'ai arrêté de classer les documents et j'ai réfléchi sérieusement à la question. J'aurais probablement vécu le reste de ma vie en croyant que Jessica m'aimait, que Roberto était mon meilleur ami, que mes entreprises étaient légitimes. Et un jour, je serais simplement mort d'une crise cardiaque opportunément provoquée. L'ignorance te manque-t-elle ? Non, répondis-je sans hésiter. La vérité, même lorsqu'elle est douloureuse, vaut toujours mieux que de vivre dans un mensonge confortable. Isabella m'a appris qu'il vaut toujours mieux anticiper que réagir. Planifier est toujours mieux qu'improviser. Et documenter la vérité est toujours plus puissant que se fier à sa mémoire. J'ai ouvert le tiroir du bureau où je gardais la lettre originale de ma mère, désormais encadrée et protégée par une vitre. Ces paroles s'étaient révélées prophétiques dans les moindres détails. Si vous découvrez que vous ne pouvez faire confiance à personne autour de vous, alors il est temps de découvrir à qui vous pouvez vraiment faire confiance, vous-même. Isabella avait compris quelque chose qui m'a pris des années à apprécier pleinement. La plus grande vengeance n'est pas de détruire vos ennemis, mais de transformer votre douleur en détermination, votre colère en justice, votre vulnérabilité en force qui protège les autres. Ce soir-là, je me suis rendu en voiture au cimetière où Isabella était enterrée. Sa tombe arborait désormais une plaque supplémentaire. Isabella Mendes, mère, visionnaire, architecte de la justice. La vérité prévaut toujours quand on a suffisamment de patience pour la documenter complètement. Je me suis assis dans l'herbe à côté de sa tombe et je lui ai parlé de la dernière affaire que nous avions résolue. Une entreprise de dispositifs médicaux qui vendait des implants défectueux à des hôpitaux dans des pays en développement. Notre enquête avait sauvé des milliers de vies. Merci de m'avoir appris que parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser d'être une victime. Ai-je murmuré à la pierre qui marquait son lieu de repos. Et que construire quelque chose de positif à partir des cendres de la destruction est toujours plus satisfaisant que de simplement regarder ses ennemis brûler. Une douce brise agita les feuilles de l'arbre planté près de la tombe, un cerisier qui fleurissait chaque année à la date anniversaire de sa mort, comme si la nature elle-même reconnaissait que quelque chose de beau pouvait naître des fins les plus douloureuses. 2 ans plus tard, alors que je prenais la parole lors d'une conférence internationale sur la criminalité d'entreprise, quelqu'un dans le public m'a demandé comment j'avais trouvé le courage d'affronter une organisation aussi puissante. Le courage ne venait pas de moi, ai-je répondu en regardant les centaines d'enquêteurs, de procureurs et de militants dans l'auditoire. Il venait d'une femme qui avait compris que documenter patiemment la vérité est plus puissant que n'importe quelle conspiration fondée sur des mensonges. Et que parfois, le plus grand acte d'amour que l'on puisse faire est de préparer ceux que l'on aime à des combats qu'ils ne vivront peut-être pas assez longtemps pour voir. Si cette histoire de détermination, de stratégie et de justice vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé la trahison en triomphe et la douleur en détermination. Aujourd'hui, quand j'examine ma vie, je vois qu'Isabella ne m'a pas seulement laissé des preuves et des ressources financières. Elle m'a laissé un modèle de vie. Garder les yeux ouverts, documenter soigneusement, croire en la vérité et toujours construire quelque chose de positif à partir des décombres laissés par les autres. Jessica a essayé de m'empoisonner. Roberto a planifié mon assassinat. Ensemble, ils ont construit toute une vie basée sur des mensonges élaborés. Mais au final, ils ont eux-mêmes fourni tous les ingrédients nécessaires à leur propre destruction. Et moi ? Eh bien, j'ai transformé les décombres de mon mariage frauduleux en fondation de l'organisation de justice la plus efficace que le monde des affaires ait jamais connue. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Jessica, elle purgeait sa peine dans une prison fédérale, travaillait à la bibliothèque et, selon certaines sources, étudiait le droit. Apparemment, elle a finalement décidé de se ranger du bon côté de la loi.
Roberto purge sa peine dans un établissement de sécurité maximale, où il participe à des programmes de réinsertion et, étonnamment, aide les autorités fédérales à identifier d'autres réseaux criminels organisés. Et moi? Je suis ici, dans ma fondation, entouré de personnes extraordinaires qui consacrent leur vie à protéger les innocents et à dénoncer les corrompus, sachant que chaque jour, j'honore non seulement la mémoire de ma mère, mais aussi l'héritage de tous ceux qui choisissent la vérité plutôt que la commodité. No, while I'm in the game. How about we wait until I'm out of the game before I feed duck? You know, that makes more sense, Chaos. Hey, Charlie, how you doing? I don't think there'll ever be a lick command here. Oh, I'm doing great. Chilling, playing some Faz. Scratching my ear. A little itchy. You know, the normal. So we'll fine. I'll wait till you are out of the round. Be a good girl and wait. So, Leona, you're a good boy. It's all good. So, Leona, when you're doing Platinum Challenge now with the bone like gone AWire, or even any sort of perfect game in Sunny Meadows, do you go for the bone first or last? I'm curious. Oh, get the bone out of the way. Yeah. Alright, so I am doing... I thought this was the best way to do it. Get in, search the bone. I know the ghost is down the male end, which is fantastic. I love it when it's down that end. But yeah, I thought I'll go the female end. I will search for the bone. I'll go for a loop around the kitchen, search for the bone. And if it's I can't find any of those, it's obviously must be down the male end. I hope it's not. Oh, look what we found here. A pretty little rib cage. Beautiful. That Diane I did the other night, the fucking bone was in here. I had a pelvis bone in the squishy room. Does that sound good? I fucking love this squishy squish, squishy squish, squishy squish. Oh, you don't. So, is a ribcage a big bone? Yeah, 100% it's a big bone. I've kept my bingo a bit more simple than Leona's. Yeah, Leona will go through and say each and every bone itself. Mine is just big or small. And honestly, it's pretty obvious depending on the size of the bone. Like any of the big leg bones, big bone. The ribs, big bone. Pelvis, big bone. And then there's more small bones than big bones, technically. Yeah, it's pretty straightforward. If it looks like it's a big bone, then it's a big bone. If it looks like it's a small bone, there's a small bone. If I wanted to be nice, I'd class it as both.
Let's see if it goes. Ghost will come down here. Wait for one hunt before I leave. Come on. Hey, Sleepy, how you doing, mate? On, Ghosty, hurry up. On. Oh, about time. I don't think I can hear the ghost here. Well, we'll give it a shot. See what happens. But what if they want to live and also don't want to run? But you said run for your life if you want to live. What if they don't want to run for their life, but they also do want to live? Oh, well, I'm pretty sure they wanted a lot. It's just they didn't also want to run. Running can be hard, bro. Fair enough. Gotta stop fucking yawning. Yeah, let's go to the items over here. Hi, Melanie. Good boy. I'm doing fantastic. How are you doing? Hey, Honor. How you doing, mate? Honor, have you opened up that prismatic box of Pokemon cards yet? I want to know if you get the Leafeon, the alt art Leafeon. I want it. I want to buy the alt art Leafeon off you. There's no other cards, just the alt art Leafeon. Hey, Nemesis, how you doing? I have not. I put up a poll on my Insta for people to vote if I should open or not. Oh, can I vote yes? And if you get the old art, can I buy it off you? That's the only one I want. Okay, I'm back. Welcome back. I'm doing great, Nemesis. Just trying to make a transaction.
mean the 300 plus dollar? No, not that one. Wait, it might be that one. Let me have a look. Is it Prismatic Evolutions you got, or